Daniel, 25 ans, est en couple avec Émilie depuis 2 ans, elle en a 24. Féministe convaincue, toujours en train de citer des articles, de parler de patriarcat et d'oppression systémique. Peu importe, il l'aime quand même. Un soir, après le travail, Daniel prépare le dîner quand Émilie débarque avec son ordinateur portable. Il reconnaît immédiatement ce regard. Le même que lorsqu'elle avait décidé qu'il devait déconstruire les rôles de genre. Elle annonce qu'elle a une idée révolutionnaire. Daniel soupire intérieurement. Émilie se met à faire les 100 pas dans la cuisine, comme si elle donnait une conférence. Elle explique qu'elle a lu un article fascinant sur le pouvoir financier et les dynamiques économiques dans le couple. Selon elle, les hommes ont conditionné les femmes à accepter une dépendance financière. De plus en plus enthousiaste, elle annonce qu'elle va mener une expérience sociale. Pendant 1 mois entier, ce sera elle la seule à subvenir à leurs besoins. Loyer, nourriture, sorties, dépenses personnelles, tout. Elle le dit avec la fierté de quelqu'un qui vient d'annoncer une découverte majeure. Daniel lui répond qu'elle n'a rien à prouver. Émilie balaie l'argument d'un geste de la main. Ce n'est pas pour lui, c'est pour démonter le mythe selon lequel les hommes seraient naturellement des pourvoyeurs. Elle sort déjà son téléphone pour documenter l'expérience sur les réseaux sociaux. Elle explique que si elle y arrive facilement, cela prouvera que le système est biaisé en faveur des hommes. Son téléphone sonne aussitôt. Elle met l'appel sur haut-parleur. Elle annonce fièrement son projet à une amie qui s'extasie et applaudit l'initiative, parlant d'un acte puissant et progressiste. Émilie jubile. Voilà exactement le genre d'action dont le monde a besoin, selon elle. Daniel ne dit rien. Discuter avec Émilie quand elle est en mode militante ne mène jamais à rien. Le lendemain matin, Émilie se lève tôt et prépare un petit déjeuner élaboré. Elle annonce le début officiel de l'expérience. Elle a déjà payé le loyer et transféré l'argent nécessaire pour toutes les dépenses. Elle observe Daniel comme un cobaye et lui demande ce que ça fait de ne plus avoir la charge financière. Il avoue que c'est étrange, mais plutôt agréable. Moins de pression. Émilie prend des notes, convaincue qu'il vit enfin ce que vivent les femmes dépendantes financièrement, oubliant qu'ils ont toujours partagé les dépenses. Au travail, Daniel écoute un collègue parler de ses heures supplémentaires pour payer le crédit de la maison. 2 enfants, une épouse à temps partiel. Daniel commence à se demander si Émilie mesure réellement ce que signifie être seule responsable financièrement. Le soir, Émilie a commandé un repas hors de prix dans un restaurant branché. Presque 100 $ pour 2 personnes. Elle déborde d'enthousiasme, parle de son sentiment de puissance, d'autonomie totale. Elle affirme que cette autorité économique doit être grisante et comprend mieux pourquoi les hommes ont occupé ce rôle si longtemps. Le week-end arrive. Émilie veut tester les bars à cocktails à la mode, commande sans regarder les prix, explique à tout le monde son expérience révolutionnaire. Elle laisse un pourboire généreux en proclamant que c'est ça, la vraie égalité. Elle planifie déjà des dégustations de vin et des spectacles coûteux. Lors d'un brunch avec une amie, Émilie se vante encore. Son amie la félicite, analyse Daniel comme s'il n'était pas là, parlant de son ego masculin et de son apprentissage de la soumission financière. Émilie prend des notes. Daniel s'éclipse, fatigué d'entendre des théories sur sa propre vie. De retour à la maison, Émilie continue à planifier des activités luxueuses sans vérifier ses comptes. Elle appelle sa mère pour se vanter, lui explique qu'elle est désormais celle qui subvient aux besoins. Sa mère semble sceptique, ce qui agace Émilie, qui retourne aussitôt à ses plans. Elle commence à travailler davantage en freelance, mais traite ça comme un jeu. Elle affirme que c'est plus facile que prévu. Daniel remarque cependant qu'elle surveille de plus en plus les reçus. Elle lui répète que les coûts ne le concernent plus. À la fin de la 2e semaine, Émilie est toujours confiante, fière de ses dépenses et persuadée de prouver que les femmes peuvent dominer financièrement autant que les hommes. Elle évoque même l'idée de rendre l'expérience permanente. Mais au début de la 3e semaine, quelque chose change. Émilie consulte son application bancaire plus souvent et referme l'écran dès que Daniel approche. Elle affirme gérer ses finances avec sérieux, mais sa voix a perdu son assurance. Lors d'un appel avec son amie, elle admet que c'est plus complexe que prévu. Pas seulement payer, mais penser constamment aux prochaines dépenses, aux calculs permanents. Son amie minimise, lui rappelant que les femmes gèrent des foyers depuis toujours. Émilie acquiesce, sans réelle conviction. Après avoir payé le loyer, elle se met aussitôt à chercher davantage de missions. Elle parle de créer une marge de sécurité, mais répète cela chaque jour. Daniel observe un collègue raconter comment une sortie familiale lui a coûté une fortune, mais qu'il fait avec parce que c'est son rôle. Daniel comprend enfin pourquoi cet homme a l'air si épuisé.
À la maison, Émilie travaille sur des projets qu'elle méprisait autrefois. Elle tape avec colère, alimentée par le café, obsédée par les montants affichés à l'écran. Peu à peu, ses discours changent. Elle ne parle plus du patriarcat, mais des salaires insuffisants, de l'impossibilité de faire vivre un foyer avec certains revenus. Elle commence à douter. Elle travaille jusqu'au milieu de la nuit, accumule les missions, abandonne ses habitudes de bien-être. Elle panique à l'idée de perdre 1 heure de travail. Chaque minute compte, chaque euro aussi. Émilie devient obsessionnelle. Elle fait la lessive, prépare les repas avec soin, compare les prix, achète des marques génériques. Elle calcule tout, comme si c'était des équations mathématiques. Même ses voisins commencent à entendre ses discussions avec la banque. Sa voix qui monte à chaque rejet de carte. Sa personnalité change. Elle se réveille en premier pour vérifier son compte bancaire. Un jour, elle sort son carnet. Chaque dépense est scrupuleusement notée. Du loyer à l'argent de poche de Daniel, en passant par les courses et les sorties. Elle ne cesse de trouver de nouvelles dépenses imprévues. Pendant un appel avec son amie, Émilie doit défendre son travail acharné. Elle revient frustrée, amère, persuadée que Daniel ne prend pas la mesure de l'expérience. Elle insiste pour plonger dans l'inconfort et faire confiance au processus. Les nuits se prolongent jusqu'à 2 heures du matin. 3 missions freelance simultanées, des cafés et boissons énergétiques pour tenir. Son rythme est infernal. Elle panique si elle se réveille en retard ou rate un deadline. Chaque message de son ami pour des sorties coûteuses est supprimé avant même de répondre. Je suis submergée par mes responsabilités de pourvoyeuse. Elle rationne, achète moins cher, surveille ses finances de près. Chaque appel bancaire devient un mini-crise. Refus de carte, limite atteinte, colère et frustration. Ses voisins entendent, Émilie est mortifiée mais persiste, refusant de céder. Elle gère tout seule, mais commence à montrer de vrais signes de fatigue et d'angoisse. Le point culminant arrive lorsque, submergée par les factures et la pression, Émilie se tourne vers Daniel pour un prêt temporaire. « Peux-tu couvrir le paiement de la carte, juste cette fois ?» L'ironie n'échappe à personne. Daniel lui tend sa carte sans un mot. Elle accepte, consciente que l'expérience a déjà échoué, mais refuse de l'admettre. Les nuits suivantes sont infernales. Elle s'effondre sur son clavier après de longues heures de rédaction. Passe d'un projet à l'autre, sans sommeil. Soumet du travail incomplet pour respecter les délais. Continue à encaisser le stress financier. Ses alertes bancaires se multiplient. Elle implore pour un dépassement de limite. Se fait rejeter. Jette son téléphone de colère. Elle est brisée, épuisée, incapable de maintenir la façade de contrôle. Le dernier jour approche. Émilie ne peut plus prétendre. Elle mange des pâtes simples parce que c'est tout ce qu'ils peuvent se permettre. Daniel observe ce qu'elle vit, change profondément son regard sur l'argent. Les efforts constants, l'angoisse, la pression et la fatigue transforment la personne. Même le message de son ami, pour célébrer l'expérience, reste sans réponse, remplacé par un simple report. Le matin de la fin de l'expérience, Émilie ne consulte pas son compte. C'est fini. Elle a survécu au mois, mais sans aucune sensation de victoire, seulement un immense soulagement. Elle calcule combien elle a emprunté, 847 $, plus les intérêts éventuels. Elle est proche des larmes, reconnaissante envers Daniel qui n'a jamais imposé sa volonté. L'amie de Émilie l'appelle pour la féliciter. Émilie répond à peine, détournant le regard vers ses factures et son travail freelance. Pas de victoire, juste de la fatigue et des leçons apprises. Elle avoue à Daniel qu'elle a compris. Être pourvoyeuse ne consiste pas seulement à gagner de l'argent, mais à vivre avec l'inquiétude constante, à faire des sacrifices et à accepter qu'aucune somme ne garantit la sécurité. Émilie commence enfin à admettre la difficulté réelle de gérer les finances, supprime tous ses postes sur l'expérience et accepte de partager désormais les responsabilités financières. Elle découvre les outils de gestion, compare les prix, suit ses dépenses et commence à payer pour certaines sorties tout en partageant les charges. Ce n'est plus un test d'égalité idéologique, mais un apprentissage de responsabilité et de partenariat. Elle ne parle plus de l'expérience à ses amis, répond vaguement, se concentre sur l'épargne plutôt que sur la démonstration de force. Les factures et courses sont partagées et Émilie comprend que le travail d'équipe dans un couple est plus efficace que la compétition ou le contrôle. Elle admet enfin à sa mère que l'expérience a été plus difficile que prévu, sans s'attarder sur les débats idéologiques. Quelques mois plus tard, le féminisme reste important pour elle, mais elle a réévalué ce que l'égalité signifie dans la pratique. Partager les responsabilités n'est pas un affront à l'identité de genre. C'est simplement la base d'un partenariat sain.
Émilie remercie parfois Danielle pour l'avoir laissée apprendre par elle-même plutôt que de la corriger. Ensemble, ils travaillent désormais côte à côte, au lieu de rivaliser pour prouver quoi que ce soit.